donne. La donne, elle est toujours haussière. Après, depuis, on va dire, 2-3 ans, c'est extrêmement neutre, entre 1100 et 1380. J'aurais pas tendance à vouloir anticiper la suite. Simplement, vous voyez qu'on a une oblique haussière qui passe par tous les plus bas et un canal haussier. Et on est en train de se comprimer sur la fin de cette zone-là. Donc, je ne sais absolument pas quel élément géopolitique et ce qui va engendrer cette hausse ou cette baisse de l'or. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans les 6-9 mois à venir, on devrait connaître un décalage majeur sur l'or. Sous les 1100 $ ou au-dessus des 1380 $, ce serait un signal potentiellement fort avec à la clé un beau décalage. Donc voilà, l'or à court terme profite du recul du dollar et pourrait également tirer profit d'une baisse indicielle. Donc ça me semble intéressant quand même de garder l'or dans un coin de votre esprit. Ensuite, ça c'est le pétrole. Simplement, je voulais que vous preniez conscience du fait que le pétrole est baissier sur les 10 dernières années, que 55-60 $, c'est une énorme zone de résistance. Que plus les cours du pétrole montent au-dessus des 50 $, plus les gaz et pétrole de schiste se développent aux États-Unis, plus les pays du Golfe ont tendance à vouloir augmenter leur production pour faire rentrer de l'argent. Et donc cette guerre de production, le fait que la production américaine soit en train de retourner sur ses plus hauts historiques et tout ça, ça fait que le pétrole pourrait ne pas aller beaucoup plus haut en fait. Il se pourrait très bien que le pétrole reste entre 40 et 60 $ pendant 1, 2 ou 3 ans. En tous les cas, il a été choqué, techniquement parlant, et on pourrait en fait ne pas connaître. Enfin, tout le monde s'attendait à ce qu'on retourne vers 60, 70, 80, 90. On reprenait les estimations de l'année dernière. Et en fait, il se pourrait que ce soit plutôt un jeu du chat et la souris entre l'OPEP, les US et les négociations à venir sur d'éventuels gels de production. Donc, juste sur le pétrole, j'ai une remarque. Oui. Tout à l'heure, tu parlais de l'aspect psychologique, etc. Le pétrole, je pense que 10-15 ans en arrière, on disait que les cours allaient complètement exploser, que c'était inévitable parce qu'il allait y avoir de moins en moins de pétrole. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, les perspectives et les idées, les scénarios, il faut les analyses, il faut les réaliser soi-même. Il faut quand même se méfier de l'information et de ce que nous disent les médias principaux. Goldman Sachs visait 250 sur le pétrole en 2008. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on dit normalement et en 2016, ils visaient 10. Ouais. Quand ça valait 26, ils ont dit target 10. Ouais. Et donc aujourd'hui, on dit qu'il y a une limite à 50 $, ça paraît normal, alors que c'est quand même dingue si on met en relation avec ce qui se disait il y a 10-15 ans. Donc quand même faire attention et voilà, faire soi-même ses analyses. De toute façon, on a des avis sur tout. Il y a des marchés que parfois on n'aime pas, donc on laisse de côté. Après, vous avez des avis tranchés ou pas qui vont vous mener à des idées d'investissement. Il y a des actifs où on est sur des zones clés, je ne sais pas si ça va monter ou baisser, donc j'attends que le marché me donne une direction. Après, il y a des particuliers qui vont tout simplement dire, voilà, moi je suis acheteur du CAC de temps à temps, et à chaque fois qu'il y a un repli, j'achète. C'est d'ailleurs les meilleurs investisseurs puisqu'ils ont des plans de trading, chose qui manque à nombreux d'entre eux. Je vais finir sur ça parce qu'on va enchaîner aussi sur ta partie qui devrait être intéressante après. Simplement sur les matières premières agricoles. Il y a 2 ans, quand je suis rentré chez CMC Markets, alors que j'avais fait le tour quand même de beaucoup de brokers et de plateformes de trading, j'avais rarement vu une palette de matières premières agricoles aussi développée. Depuis 2 ans, j'ai analysé le sucre, la fève de cacao, le blé, etc. Alors, vous n'avez pas un marché en analyse technique qui est plus beau que les matières premières agricoles. C'est-à-dire que c'est la première fois où dans ma carrière d'analyse technique, j'ai trouvé un biseau descendant qui est une figure dont on a plus de 75% de chances de sortie par le haut sur le sucre qui a duré pendant 5 ans. C'est une analyse que j'ai écrite il y a un an et demi, ça s'appelait « Vous prendrez bien un sucre ». Et les cours du sucre ont pris 130% en l'espace de 13 mois. Donc il y a des opportunités extrêmement intéressantes sur les matières premières agricoles et des fois il faut sortir la tête du DAX ou du CAC qui fait comme ça, puis il faut aller jeter un œil un petit peu sur des marchés un peu plus exotiques. Alors c'est des marchés qu'on connaît moins en termes de fondamentaux, l'information est néanmoins trouvable, mais techniquement parlant c'est un vrai bonheur. Là par exemple je vous mets un graphique mensuel de la fève de cacao. En 2015, les opérateurs anticipaient un marché déficitaire et les cours étaient tendus. Et puis de 2015 à 2016, on est passé d'estimation où on est allé avoir un marché surabondant. On allait avoir une production en Côte d'Ivoire qui allait être énorme, des stocks énormes, et donc vous avez les cours qui ont complètement chuté. Donc
En tant qu'analyste graphique, simplement, moi j'ai des clients qui m'ont dit voilà, la fève de cacao perd 30-40%, est-ce que vous vous intéressez? Et je disais, il serait intéressant de voir si on va aller sur les plus bas de 2011 et si une réaction a lieu sur cette zone de prix. On a cassé les plus bas de 2011 à 1970 $ la tonne, on a fait un excès baissier, et puis en données journalières, on a fait un triple bottom, c'était absolument magnifique. C'est reparti à la hausse, et là, la fève de cacao, en l'espace d'un mois, a gagné 17%. Il y a des produits pour... Ah oui. CFD, fève de cacao, en cash avec 3 échéances, c'est absolument magnifique. J'ai été, oui voilà, une période sur le... Il y a le riz aussi auquel je m'intéresse, le riz qui est sur des plus bas là, des 2 dernières années, qui donne des signaux techniques intéressants. Donc parfois, il faut se sortir un peu des actifs habituels. Je vous rappelle que les actifs les plus tradés sont les plus complexes. Hein. Le S&P 500, l'Eurodoll, le CAC, il y a énormément de monde dessus, il y a des échéances, il y a énormément de traders. Toute la journée, vous avez un acheteur individuel, vous avez des fonds qui vendent, enfin, vous avez plein d'écarts, alors que voilà, sur des marchés comme ça va être un peu plus propre. Tendance, forte tendance, ou bien période de range. Et je vous invite vraiment à suivre donc les matières premières agricoles en général. Et c'est pas trop cher en termes de commission, de spread? En fait, les spreads sont plus élevés que sur d'autres produits, mais sont à la hauteur des gains espérés. C'est-à-dire que je ne connais pas beaucoup d'actifs qui l'année dernière a gagné 130% à la hausse dans l'année, alors que le sucre l'a fait. Voilà, je pense que c'est à la hauteur des gains potentiels. Et en analyse technique, pour finir, ce n'est pas des chandeliers ou des cours journaliers que j'étudie, encore moins du 4 heures ou de l'horaire. C'est du graphique hebdomadaire et mensuel. C'est-à-dire que je prends 20 matières premières agricoles, je les mets les graphiques sur 20 ans, j'attends des zones de prix historiques, je constate des réactions de prix sur ces zones de prix historiques et j'essaye de me renseigner fondamentalement pour voir si mon scénario pourrait être abondé par de la news. Et quand on voit une base se mettre en place, qu'on a un signal technique et qu'on a de la news par-dessus, et on a un retournement de marché et des beaux gains à la clé. Donc voilà, par période d'indécision, comme actuellement, où on disait que les actions américaines étaient sur un haut de canal et le CAC se cherche sur une oblique de très long terme, peut-être tout simplement que parfois il faut être un petit peu en dehors de ces marchés, puis aller ouvrir les yeux sur d'autres marchés, parce que depuis 3 semaines, les US sont en petite console, l'Europe est flat, la fève de cacao a pris 17%. On va passer à la partie suivante. Ça, c'est mon graphique sur l'inflation. On verra. Hein. On verra si les espoirs des macroéconomistes se matérialisent et si on a un deuxième tour d'inflation, en fait. Ou si c'était juste une envolée qui retombe tel un soufflet, auquel cas le différentiel entre les espoirs des marchés et la réalité pourrait être difficile à digérer. Allez, à ton tour. Donc cette partie perspective a duré longtemps, 1h15 environ. Avoir des idées c'est bien. En ce moment effectivement c'est un contexte fourni, notamment d'un point de vue fondamental, on vient d'en parler. Il y a des opportunités techniques, Nicolas en a présenté plusieurs également sur des produits exotiques. On va s'intéresser maintenant au plan de trading, puisqu'une fois qu'on a des idées, il faut les mettre en pratique. Et même quand on a des bonnes idées, eh bien, avoir des bons résultats, ça implique de la discipline, des habitudes et des manières d'entrer sur le marché que va nous présenter Tarek. Donc, sur la première partie qu'on a fait, c'était vraiment de l'analyse des marchés. Après, il y a une différence entre ce que vous pensez du marché et comment vous allez l'appliquer en fait en prenant des positions. Donc, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont très bons pour avoir des analyses et après ils n'arrivent pas à les mettre en pratique parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte quand on veut faire du trading. Donc, vous pouvez très bien, dans votre approche du trading ou de l'investissement, démarrer en essayant de regarder les marchés, en essayant de comprendre comment fonctionnent les marchés. Après, être successful dans l'analyse, ça ne veut pas dire que vous allez avoir les mêmes résultats en trading, parce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte dans le fait de gagner de l'argent sur les marchés financiers. Donc toutes les analyses que l'on a faites sont tirées en fait des news qui tombent durant la journée, donc dans les calendriers économiques, tout ce qui est macroéconomie, donc tout ce qui vient des données des États,
tout ce qui est microéconomie, donc c'est tous les résultats d'entreprise. Après, on a tous les bulletins des banques centrales qui nous donnent des informations sur l'inflation, sur les politiques monétaires. Et après, on a tout le flow ce qu'on appelle le thème du jour. Donc, ça peut être des risques géopolitiques ou autres. Donc, toutes ces parties-là, c'est ce que vous devez faire en réalité quand vous démarrez votre journée de trading. Donc, la préparation d'un morning meeting, c'est essayer d'identifier toutes les informations qui sont susceptibles de faire bouger les marchés. Donc, quand je vous disais tout à l'heure que dans les perspectives d'investissement, on a des visions sur les principales classes d'actifs, ça c'est avec, on va dire, les données passées. Après, il y a toutes les informations qui vont arriver et qui peuvent modifier, comme le disait Nicolas tout à l'heure, avec l'inflation. Si on a des chiffres d'inflation qui repartent à la baisse, et bien clairement, le scénario que j'ai de hausse de l'euro-dollar, je vais le revoir à la baisse parce qu'il n'est plus d'actualité. Et cette actualité-là, et ben vous devez la préparer le matin. En tout cas, vous devez savoir à quel moment, durant la journée, ces informations-là vont tomber. Or, événement extraordinaire, il y a des calendriers économiques qui permettent de définir à quel moment de la journée il peut y avoir une volatilité qui est due à un mauvais chiffre, à un bon chiffre, à un résultat d'entreprise, à un discours d'une banque centrale européenne ou autre. Donc, pour être un investisseur ou un trader, vous devez absolument faire un morning meeting. Alors, il y a des brokers qui le fournissent, qui envoient tous les matins un morning meeting. Donc, les informations à retenir, ou en tout cas à connaître avant de démarrer votre journée de trading. Et si je devais prendre classer les 6 choses à vérifier avant de commencer sa journée de trading, une sorte de checklist, c'est les calendriers économiques, les informations sur les banques centrales, le thème du jour, sentiment du marché, c'est toutes les informations, on va dire géopolitiques ou autres, hors macro et microéconomie. Après, c'est l'analyse des actions, c'est tout ce qui peut être OPA, tout ce qui peut être adjudication, donc quand les États ils émettent de la dette. Et après, on rentre dans la partie technique, à savoir, par exemple, pour nous qui faisons du carnet d'or, définir où sont les acheteurs, où sont les vendeurs avec les gros volumes. Et après, le dernier point crucial, c'est mettre en place un money management. Un money management, à savoir une gestion du risque sur votre journée. Avant de démarrer votre journée, vous devez savoir quel risque vous prenez sur les marchés. Vous ne devez pas initier des positions sans savoir à quel prix vous allez les couper si votre scénario est invalidé. Donc, on va dire qu'il y a une grande partie économique, à savoir la lecture de toutes les informations et les digérer, les analyser. Et après, il y a une partie technique, à savoir à quel prix, on va dire c'est plutôt du momentum, à quel prix vous allez rentrer en position et à quel prix vous allez sortir de position. La plupart des particuliers vont déjà négliger les informations économiques, donc ils vont se baser uniquement sur les données techniques, à savoir les graphiques, les analyses techniques, les indicateurs techniques. Or, il faut s'occuper de tous les paramètres. Il faut avoir des connaissances économiques, il faut utiliser les graphiques pour définir des supports et des résistances pour ceux qui les utilisent. Et après, il faut mettre en place un money management, donc un risque. Donc au niveau des calendriers économiques, là vous avez par exemple, pour la journée du 30 mars, toutes les statistiques qui tombent par pays. Donc vous avez ici, en rouge, les données qui sont importantes, et en jaune, les données qui sont moins importantes. Donc pour des personnes qui souhaitent faire du trading, peut se focaliser que sur les informations avec les 3 billes rouges qui signifient que c'est des informations qui sont susceptibles de faire décaler les marchés, d'amener de la volatilité et donc de mettre en place un money management assez précis. Il y a des chiffres qui sont connus comme le chiffre de l'emploi américain, le non-farm payroll, les chiffres d'inflation, le CPI, le PPI,
il y a les discours des banques centrales le jeudi. C'est vraiment des événements que vous ne pouvez pas louper, où vous êtes obligé d'être au courant quand vous êtes en position. Et il y a des positions que vous êtes obligé de couper avant que le chiffre sorte. Gardez une position, en tout cas quand vous faites du trading, avant le chiffre de l'emploi américain ou avant un discours de la Banque Centrale Européenne, c'est du gambling. Un peu comme quand on discutait de l'événement politique du risque Marine Le Pen, garder une position sur les actions la veille d'une élection aussi importante, ou garder une position la veille du Brexit ou la veille de Trump. Donc, si vous faites de l'investissement à long terme, c'est moins problématique parce que cette volatilité sur 1 an, 2 ans, elle est gérable. Si vous faites du trading, à savoir vous rentrez ou vous sortez du marché très rapidement, vous ne pouvez pas être en position et avoir un marché qui décale de 2, 3, 4, 5, 10%, parce que vos gains que vous aurez accumulés, vous allez les perdre sur un trade. Donc au niveau des informations, donc les statistiques économiques, c'est quand même quelque chose que, on va dire, les particuliers regardent. Maintenant, il y a beaucoup de sites internet qui les diffusent. Au niveau des discours des banques centrales, c'est très peu regardé, alors que c'est vraiment ce qu'on appelle un market mover. C'est ces informations qui vont faire bouger le marché. Quand on a un discours d'une banque centrale ou on a un membre d'une banque centrale qui indique qu'on va monter les taux, ou alors qu'il va y avoir une réduction du quantitative easing, il y a un impact qui est automatique sur le marché actions. On a eu la semaine dernière juste une rumeur d'une baisse probable du quantitative easing en juillet, et on a les marchés qui se sont effondrés de 16h à 18h, qui ont perdu presque 2%. Ces informations-là, on était sur des plus historiques. La plupart des particuliers vont donner comme